Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le traitement des formulaires. Donc on l'avait entamé en cours. Donc je vais faire une petite révision avant de passer à la suite. Donc, on avait vu en HTML que les formulaires sont introduits par la balise form. Nous avons deux attributs qui nous intéressent dans la balise form, c'est l'attribut method et l'attribut action. L'attribut method détermine la manière dont les données seront transmises au serveur. Il y a deux méthodes, c'est la méthode get et la méthode post. En réalité, il s'agit de requêtes HTTP. D'accord? Il y a la commande get en HTTP, il y a la commande post qu'on avait étudiée au début de ce cours. Alors, la différence entre le get et le post, c'est que le get, il envoie les données en paramètres dans l'URL, il les encode, et le post, il les cache, donc il les met à l'intérieur du corps de la requête, et donc il y a plus de sécurité. Deuxième attribut qui nous intéresse, c'est l'attribut action. Il spécifie la page cible pour les données soumises, c'est-à-dire, en général, on envoie les données d'un formulaire vers un script qui est censé les traiter. D'accord? Donc, pour récupérer les données dans la page de destination, donc on va les récupérer dans un tableau super global. Les tableaux super globaux sont des variables globales définies par PHP, d'accord, qui permettent de stocker certaines données importantes, ou là des données système. Donc, tout ce que vous allez envoyer par la méthode post sera récupéré à la réception dans un tableau qui s'appelle $post. Tout ce que vous allez envoyer par la méthode get, donc method égale à get, sera récupéré dans un tableau qui s'appelle $get, tout simplement. Maintenant, comment récupérer la valeur d'un champ en particulier? Chaque champ d'un formulaire va générer une variable dans le tableau correspondant, c'est-à-dire soit c'est un champ du tableau $post, soit c'est un champ du tableau $get. Le nom ou l'étiquette de l'élément du tableau correspond à la valeur que vous avez donnée à l'attribut name dans le code HTML. Donc, votre code HTML et votre code PHP sont fortement liés. Donc, en HTML, je définis la valeur de l'attribut name. En PHP, je peux récupérer une variable du même nom. En HTML, je définis la méthode get ou bien post. En PHP, ça va déterminer où est-ce que je vais récupérer les données, soit dans le tableau $get, soit dans le tableau $post. D'accord? Donc, les deux sont liés, donc on ne peut pas les traiter d'une manière dissociée. Maintenant, les différences entre le get et le post. Donc, le get envoie les données en paramètres via l'URL. Les informations sont visibles à tous, parce qu'elles sont dans l'URL. Et puis, la taille aussi est limitée. Pourquoi? Parce que ça reste une chaîne de caractères. Les paramètres peuvent être mis en cache et apparaître dans l'historique de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne qui accède à votre historique de recherche peut réitérer une requête précédente sans connaître votre mot de passe. Pourquoi? Parce que votre mot de passe a été enregistré dans l'historique. Et donc, il peut usurper votre identité, accéder à vos comptes avec une ancienne requête que vous aurez effectuée précédemment. D'accord? Et donc, il y a un risque très important de sécurité. Maintenant, avec le post. Le post, donc les informations sont invisibles. Pourquoi? Parce qu'elles sont empaquetées dans le corps de la requête. Il n'y a pas de limitation de taille parce que dans ce cas, ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est une requête HTTP. Et troisièmement, les paramètres ne peuvent jamais être mis en cache ni apparaître dans l'historique. Et donc, la personne, c'est-à-dire personne ne peut réutiliser une donnée précédemment saisie pour réitérer une même requête. Donc, à chaque fois que vous devez traiter des données d'authentification, des données sensibles, c'est-à-dire des données personnelles ou bien des données, par exemple, bancaires, etc., il faudra toujours penser à utiliser la méthode post. Donc ça, on l'avait déjà vu. Donc, ce n'est pas la peine de s'attarder dessus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut tester la validité des éléments d'un formulaire. Avant de pouvoir exploiter les données d'un formulaire, il ne faut pas oublier que ce sont des saisies de l'utilisateur. Alors l'utilisateur, qu'il soit mal intentionné ou pas, peut faire des erreurs. D'accord? Donc il y a
un traitement ou un nettoyage des données avant que je puisse les exploiter dans mon programme. Maintenant, s'il s'agit d'un utilisateur mal intentionné, c'est-à-dire quelqu'un qui veut s'attaquer à mon système, là, c'est encore plus important de traiter les données. Pourquoi? On va enlever de nos données tout ce qui pourrait être utilisé contre nous afin d'attaquer le serveur. D'accord? Donc, on va voir un certain ensemble de contrôles. Bon, avant les contrôles, il est utile dans les programmes de renommer les variables. Pourquoi on les renomme? On n'est pas obligé, c'est une bonne pratique, c'est tout. Au lieu de trimballer, par exemple, dans tout le programme $post de nom, c'est la valeur du champ nom, par exemple, il serait plus pratique de l'appeler directement $nom. Et ça on l'obtient par renommage de nos différentes variables. Maintenant, on va faire d'abord quelques vérifications dans quelques tests, et ensuite on va voir les aspects de sécurité. Donc pour le moment, imaginons que j'ai demandé qu'un champ soit obligatoire et que l'utilisateur l'a laissé vide. Je dois signaler cette erreur pour qu'il puisse saisir le champ obligatoire, parce que je ne peux pas passer à autre chose alors que le champ n'a pas été saisi. Quelle est la fonction qui permet en PHP de me dire si une variable est vide ou pas? On avait vu que c'était la fonction empty. La fonction empty, donc, va vous dire si le champ est vide. Qu'est-ce qui est considéré comme vide? Si c'est une chaîne de caractères, c'est la chaîne vide. Si c'est une valeur numérique, c'est le 0, ou bien c'est une absence de valeur carrément. D'accord? Donc, absence de valeur, chaîne vide, ou bien 0. Toutes ces valeurs-là sont considérées comme étant empty. D'accord? Donc, si c'est vide, je vais par exemple, et que le champ est obligatoire, je vais signaler ça à l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on peut vérifier aussi? On peut vérifier qu'un champ est numérique. D'accord? Par exemple, si quelqu'un doit saisir un numéro de téléphone, le numéro de téléphone ne devrait pas contenir des caractères autres que des caractères numériques. La fonction qui permet de le vérifier, c'est isNumeric. D'accord? Alors, pour les champs obligatoires, il faut dire deux mots quand même. Il ne faut pas exagérer dans les champs obligatoires. Il y a des étudiants qui mettent tous leurs champs obligatoires. Alors, si vous mettez tous les champs obligatoires, vous allez rebuter l'utilisateur. Alors, de deux choses l'une. Soit il va vous baratiner et saisir n'importe quoi. Et ça, c'est problématique parce que vous aurez de fausses données dans votre système. Soit, il va tout simplement être rebuté et quitter carrément votre formulaire. D'accord? Donc, si vous avez besoin d'une information et que vous voulez, c'est-à-dire que l'utilisateur la saisisse, il faut deux choses. Première chose, il faut lui dire à quoi sert cette information, surtout lorsqu'il s'agit de données personnelles. D'accord? On ne demande pas c'est-à-dire à la légère, par exemple, à la personne son adresse personnelle, son adresse email, son numéro de téléphone, etc. Il faut dire à l'utilisateur ce qu'on va en faire et il faut présenter des garanties. D'accord? Les données des utilisateurs peuvent être vendues à de tierces personnes qui vont les utiliser à des fins commerciales, par exemple pour les spams. Et pour ceci, donc, il faut que vous donniez des garanties à votre utilisateur que vous n'allez pas utiliser ces informations pour les vendre, etc. Vous trouvez toujours un déni, c'est-à-dire un petit message rassurant sur les sites pour vous dire que voilà, on s'engage à ce que vos données ne soient pas utilisées ou vendues à de tierces personnes, etc. Maintenant, un exemple de traitement des erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on a en général? On a une étoile. Je préfère vous le montrer sur un exemple. Alors, on va essayer de voir un petit exemple de formulaire. Bon, je crois que c'est pas le bon. Voilà. Donc, en général, voilà comment ça s'affiche. Vous avez les champs. Vous avez une petite étoile et on vous dit que voilà, l'étoile, c'est les champs obligatoires.
Si vous saisissez une information, c'est bon. Si vous l'oubliez, qu'est-ce qui se passe ici? On vous affiche un message d'erreur. Regardez ici, par exemple. Je vais laisser les deux champs vides. Qu'est-ce que je vais avoir? Veuillez saisir votre nom, veuillez saisir votre email. En général, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment obtenir ce code. Comment faire pour obtenir cet exemple-là? Je vais juste vérifier un truc sur le cours. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc, voici le formulaire, d'accord? Donc, j'ai le nom, donc input type égale à texte, name égale à nom, et input type égale à texte, name égale à email. Donc, ici, normalement, j'aurais dû mettre email, donc je me suis trompée. Mais bon, à l'affichage, ça ne pose pas de problème. Mais ici, normalement, c'est input type égale à email parce que le type email existe. Maintenant, comment on va faire? On va définir des champs, d'accord? Donc, ici, j'ai l'étoile. J'ai un élément span qui initialement sera vide. J'ai mis classe égale à erreur. Pourquoi? Parce qu'ensuite, je vais afficher le texte en rouge. Et j'ai deux messages, email erreur, name error. Ces éléments-là ont déjà été initialisés ici à la chaîne vide. Donc, qu'est-ce qui se passe initialement? Regardez à l'affichage. Je vais revenir. Il n'y avait aucun affichage. Et il apparaît par la suite. En réalité, ici, c'était une chaîne qui était vide et c'est une chaîne qui va être remplie par la suite. D'accord? Donc, voilà comment on obtient ce résultat-là. On revient maintenant à notre exemple sur le cours. Donc, Madame, vous pouvez afficher le code. J'ai le code sous les yeux. J'ai oublié qu'il y avait quelque chose, l'exemple qu'on n'a pas encore étudié. On va réétudier l'exemple, je vous le promets. Mais une fois qu'on aura terminé ça, d'accord? Il manque quelque chose. Regardez, je vais vous expliquer pourquoi je vais le laisser pour plus tard. Voilà ce qui manque qu'on n'a pas encore étudié. Je ne vous ai pas montré ça. Comment renvoyer sur la même page. D'accord? Ça, on va le voir dans 2 ou 3 slides. Et lorsque ce sera fait, je vais revenir à cet exemple. D'accord? Je suis allée un peu trop vite et je m'en excuse. D'accord, madame. Maintenant, je reviens à l'exemple. Alors, comment tester, par exemple, que le champ nom a été rempli? Qu'est-ce que je fais? Le champ nom, donc c'est $post de name. Alors, je mets if empty de $post de name. Donc, si c'est true, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas afficher directement. Je vais le mettre dans une chaîne de caractères. Name error reçoit le nom est obligatoire. Name error, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères que j'avais initialisée à vide. Donc, devant le champ, initialement, qu'est-ce que vous allez avoir? Juste l'étoile. Et quand vous allez affecter ça à la chaîne de caractères, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va afficher le message d'erreur. Voilà comment apparaissent les messages d'erreur sur la page. Maintenant, else, donc si le champ est vide, j'affiche un message d'erreur et je reste sur la même page. Else, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une fonction qui est la fonction test input. On va voir ensuite quelle est cette fonction test input. Cette fonction test input, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nettoyer les données saisies par l'utilisateur. Qu'est-ce que je vous avais dit la dernière fois déjà? Je vous ai dit, il ne faut jamais faire confiance à une saisie utilisateur, il faut toujours la traiter, il faut toujours la nettoyer avant de l'utiliser. Donc, cette fonction test input, ce n'est pas une fonction système de PHP. C'est une fonction qu'on va écrire nous-mêmes et je vais vous montrer comment l'écrire. Donc, on fait un renommage et on s'arrête. Comment afficher au niveau du formulaire? Qu'est-ce que je fais? J'utilise un span. Dans le span, j'utilise un code PHP, donc echo, la chaîne name error. Donc, j'ai l'étoile qui s'affiche toute seule initialement. Et ensuite, j'ai un echo name error. Name error, initialement, elle est initialisée à quoi? C'est la chaîne vide. Alors, puisque c'est la chaîne vide, qu'est-ce que vous allez voir s'afficher? Juste l'étoile. Et quand il y a erreur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affecté à la chaîne name error une chaîne de caractères.
Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir étoile, le nom est obligatoire. Voilà comment apparaît le code de l'erreur. D'accord? Je peux vous le montrer sur l'exemple. Mais sans regarder, donc on ne va pas faire attention à ce qu'il y a en haut. Voilà la partie qui nous intéresse, d'accord? C'est le nom et l'email. Voilà, donc j'ai le champ name, input type égal à texte, name égal à name. Donc ça, c'est le champ qui va s'afficher. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Il y a une étoile. Je mets l'étoile ici. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux avoir un champ réservé au message d'erreur. Initialement, est-ce qu'il y a un message d'erreur? Il n'y a pas de message d'erreur. Donc, name error est égal initialement à vide. Voici la chaîne vide. Donc, rien ne va s'afficher. Maintenant, dès qu'il y a une erreur, qu'est-ce qu'on fait? On va affecter, d'accord, une donnée. Alors, regardez. If voilà. If empty de $post de name, qu'est-ce qu'on va faire? On va affecter name error reçoit, veuillez saisir votre nom. Où est-ce qu'elle va s'afficher, cette phrase? Elle va s'afficher juste à côté du champ. Pourquoi? Parce que j'ai affecté une valeur à la variable name error. Donc ici, j'ai l'étoile. Name error, elle est où là? C'est la chaîne vide. Elle est juste à côté, mais c'est la chaîne vide. Si je laisse ce champ à vide, qu'est-ce qui va se passer? Je vais affecter à la variable name error la chaîne veuillez saisir votre nom. Et donc, elle va apparaître ici et s'afficher. Maintenant, dernière chose, pourquoi le texte s'affiche en rouge alors que tout le reste est en noir? On va revenir au code. Alors, on a pris la précaution de mettre un span. Et pour le span, on a mis classe égale à error. Pourquoi on a utilisé ce span? C'est pour ajouter du CSS. Alors, si vous regardez plus haut, dans la balise style, j'ai mis .error, c'est-à-dire la classe error, color red. Tout ce que je mets dans le classe error sera en rouge. Donc, voilà pourquoi j'ai ajouté un span. Alors, le span, c'est quoi? C'est l'équivalent du div. Si j'avais besoin d'un paragraphe de toute une partie, j'aurais mis div. Comme j'ai besoin d'une simple phrase, j'ai mis span. D'accord? Maintenant, vérifiez le type des entrées. Alors, dans l'exemple, par exemple, on avait un email. Alors, l'email a un format spécifique. Une URL aussi a un format spécifique. Et on peut avoir d'autres formats, par exemple, propres à une application ou une autre. Alors, on peut avoir une chaîne, d'accord, et la comparer à un modèle, c'est-à-dire un format accepté pour cette donnée-là, d'accord? Donc, on utilise la fonction PEREG-match. Donc, ici, c'est pour les expressions régulières. Donc, on va comparer une expression avec un modèle. Si la chaîne correspond, ça donne true, sinon ça donne false. Alors ici, c'est une syntaxe particulière qu'on doit utiliser, donc que je ne vais pas étudier dans ce cours, d'accord, que vous êtes censé normalement voir dans d'autres modules. Mais cette méthode-là est un peu fastidieuse, d'accord? Il y a une méthode qui est meilleure que je vous recommande d'utiliser. Alors, dans les dernières versions de PHP, on a ajouté ce qu'on appelle les filtres. Les filtres, c'est quoi? C'est des formats prédéfinis pour des données connues. Par exemple, le format d'un email. On utilise un filtre qui s'appelle Filter Validate Email. Par exemple, pour l'URL, nous avons aussi un filtre pour l'URL. Alors ici, c'est beaucoup plus simple que tout à l'heure. Il n'y a rien à faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends ma variable. Je la fais passer par test input. Pourquoi? Pour nettoyer mes données. Ensuite, j'utilise la fonction filterVar. Qu'est-ce qu'on lui donne comme paramètre? On lui donne la variable qu'on veut tester. On lui donne le filtre à utiliser. Par exemple, si l'utilisateur a saisi une adresse email, je veux savoir si le format de l'email est correct. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre filterVar. Premier paramètre, c'est l'email saisi par l'utilisateur. Le deuxième, c'est filterValidate email. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer avec le format de validation des emails
connu. Et s'il est conforme, c'est bon. Sinon, il vous affiche un message, par exemple ici, email non conforme. Alors, l'avantage ici, c'est que c'est simple, oui, mais aussi, c'est que ça suit les évolutions possibles dans les adresses email. Les adresses email peuvent être étendues dans le futur. On ne sait pas ce que ça va devenir par la suite. Et donc, en utilisant cette fonction, donc vous protégez votre code pour des versions ultérieures. Donc, s'il y a lieu, par exemple, de changer les formats des adresses email, etc., votre code sera toujours valide. D'accord? Maintenant, question. S'il me dit ici que si ce filtre-là me dit que l'adresse email est valide, est-ce que ça veut dire qu'elle est correcte? Non, ça veut dire qu'elle est syntaxiquement correcte. C'est-à-dire qu'il y a le caractère arrobas au bon endroit, que le format est respecté, que seuls les caractères autorisés sont utilisés, etc. Mais est-ce que ça veut dire que l'adresse est vraiment attribuée? Non. Est-ce que ça veut dire que l'adresse est vraiment celle de l'utilisateur? Non plus. Donc, si vous voulez vérifier s'il s'agit bien de l'adresse de l'email de l'utilisateur, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? En général, on envoie un email de confirmation à l'utilisateur, d'accord? Et on utilise un code d'activation, d'accord? Donc, désormais, les webbusters vérifient l'adresse email en envoyant un email à l'adresse, d'accord? Qui contient un code d'activation. Donc, on vous dit par exemple que votre inscription, avant d'être complétée, donc vous devez activer votre compte à partir de votre adresse email. Là, vous avez la certitude que c'est bien une adresse valide et que c'est bien son adresse à lui. D'accord? Donc là, par contre, si après vérification, le code, s'il n'active pas, donc qu'est-ce que vous allez faire? À court terme, l'inscription est supprimée de la base de données. Donc, on conclut que la personne soit nous a donné une adresse qui n'existe pas, soit que l'adresse n'est pas la sienne, c'est-à-dire qu'elle n'a pas accès à cette boîte. D'accord? Donc, vérifier le format de l'email, c'est une chose. Vérifier la validité de l'email, c'est-à-dire que c'est un email correct. Là, il faudra envoyer un code d'activation afin de confirmer l'adresse email. Maintenant, pour l'aspect sécurité, donc nous avons un type d'attaque, d'accord, qui sont les attaques, donc cross-site scripting. Donc, c'est une faille permettant l'injection de code HTML ou JavaScript dans des variables mal protégées. Alors, et comme les formulaires sont un point d'entrée, donc qui permettent à l'utilisateur de saisir des informations, eh bien, les formulaires sont un point critique. Il faut surveiller, il faut vérifier ces formulaires afin de pouvoir se protéger de ce type d'attaque. Donc, pour se prémunir, toute donnée saisie doit toujours être validée et traitée par des fonctions spéciales avant qu'elle soit affichée ou stockée dans une base de données. Donc, le risque, c'est quoi? Quand on met des données dans un echo, alors echo, il interprète les données. On avait vu dans un exemple précédent que si vous lui donnez une formule de calcul, il l'évalue et affiche le résultat. Donc, le echo ne se contente pas d'afficher, il évalue. Et là, il y a un risque. Il se pourrait qu'un code soit exécuté. Deuxième risque, c'est le code JavaScript. D'accord? Donc, si on injecte du code JavaScript, le code JavaScript aussi peut être exécuté à l'insu de l'utilisateur. Alors, en général, les attaques vont se faire avec des instructions de code. Or, le code, pour qu'il soit inséré, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut des caractères spéciaux. D'accord? Nous avons des caractères, des symboles, des opérateurs, etc., qui sont utilisés dans les programmes. Ce n'est pas avec de simples lettres et des chiffres que quelqu'un pourrait vous attaquer. Ce sont les caractères spéciaux qui seront utilisés pour écrire des programmes, ou pour écrire des lignes de code malveillant. La fonction HTML Special Charts va convertir tous les caractères spéciaux en entité HTML. L'entité HTML, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères équivalente à un caractère spécial. À la seule différence, équivalente en quoi? Elle s'affiche de la même manière, mais elle ne peut pas s'exécuter. Voilà l'intérêt des entités HTML. Si j'enlève un caractère spécial et qu'à sa place, je mets la chaîne d'entités HTML, qu'est-ce qui va se passer? Elle s'affiche très normalement.
mais elle ne peut pas être exécutée et donc je vais éviter de me faire attaquer de cette manière. D'accord? Donc, par exemple, les symboles qui permettent de délimiter les balises, donc inférieures et supérieures, qui pourraient être utilisées pour injecter du code, seront remplacés par ces chaînes, ces entités HTML, qui vont s'afficher exactement de la même manière, mais qui ne peuvent pas être utilisées pour attaquer votre page. Ceci permet de prévenir les attaques par injection de code dans vos formulaires. Donc, il faut vous rappeler de cette fonction et avoir toujours la présence d'esprit de l'utiliser pour protéger vos pages. Alors, où est-ce qu'on trouve le risque? On trouve le risque dans les formulaires dans deux situations différentes. Donc, l'utilisateur peut toucher au champ de formulaire. Donc, je vais toujours les traiter avec cette fonction. Il peut aussi toucher des fois à l'URL. Nous allons voir par la suite que s'il touche manuellement à l'URL aussi, il risque d'attaquer votre site. Et donc, il faudra utiliser toujours HTML Special Charts. Donc, on a dit on utilise la fonction HTML Special Charts. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va convertir tous les caractères spéciaux en entités HTML afin d'éviter une attaque. On avait vu une fonction aussi précédemment qui est la fonction trim. Cette fonction-là permet d'enlever les espaces inutiles, les tabulations et les retours à la ligne dans une saisie de l'utilisateur. Donc, elle permet de nettoyer le code, d'accord? Et là, elle va nous faciliter l'affichage, elle va nous faciliter, par exemple, l'insertion en base de données, la comparaison, etc. Nous avons aussi une autre fonction qui est la fonction strip slash. Alors, la fonction strip slash, on l'utilise pour enlever les anti-slash qu'on avait déjà précédemment ajoutés afin de pouvoir protéger les caractères spéciaux. Donc, je vous avais dit certains caractères ne s'affichent pas normalement en PHP parce qu'ils ont une signification particulière. Par exemple, le dollar veut dire variable. Si je veux que le dollar s'affiche, je mets un anti-slash à côté. On appelle ça un caractère d'échappement. Si je veux enlever ces caractères d'échappement pour obtenir la chaîne d'origine, j'utilise la fonction strip slash. Maintenant, dans un exemple précédent, on avait vu l'utilisation de la fonction traité input. Cette fonction est une fonction utilisateur, c'est-à-dire c'est une fonction qu'on a créée nous-mêmes et qui contient 3 fonctions de PHP prédéfinies. La fonction trim qui va enlever tous les espaces inutiles. La fonction strip slash qui permet de retirer les anti-slash qui avaient été utilisés comme caractère d'échappement. Et la fonction HTML Special Charts qui est la fonction qui enlève les caractères spéciaux et les remplace par des entités HTML, donc inoffensives, et qui évite de se faire attaquer. Et elle retourne data. Data, c'est quoi? C'est un résultat qui est l'entrée après tous ces traitements. La donnée que vous allez obtenir ne contient plus d'espace inutile, ne contient pas d'anti-slash superflu et ne contient pas de caractères spéciaux. Ils ont tous été remplacés par des entités. Cette donnée est une donnée protégée, sécurisée, que vous pouvez utiliser pour l'affichage, que vous pouvez utiliser dans vos traitements et que vous pouvez insérer dans une base de données en toute sécurité. Donc, s'il vous plaît, même quand on ne le met pas, c'est-à-dire même quand je ne le mets pas dans un exemple, le traitement des données avec cette fonction doit être pour vous un réflexe. D'accord? Toutes les données, toutes les saisies de l'utilisateur passent par cette fonction-là. D'accord? Alors, est-ce que cette fonction est claire? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Parce qu'on va trimballer cette fonction jusqu'à la fin du programme, jusqu'aux bases de données. Est-ce que les traitements sont clairs? C'est bon? Oui, c'est clair, madame. Parfait. Maintenant, on revient à l'exemple de tout à l'heure. Regardez, les exemples, les traitements sont là. D'accord? Donc, à chaque fois, vous avez l'utilisation de test input. Alors, qu'est-ce qu'on fait en général? Je vous avais parlé du renommage. Au lieu de faire un renommage direct, on utilise test input. Alors, la variable s'appelle $post de name. Je la fais passer par test input. Qu'est-ce qu'elle va faire, test input? Où est la fonction test input? Elle est là. Donc, elle va mettre trim.
donc elle va retirer les espaces. Strip slash, elle va enlever les caractères d'échappement. HTML special chars, elle va enlever les caractères spéciaux. Elle va retourner la donnée. Quand elle va être retournée, j'utilise un renommage. Au lieu de la garder dans $postname, je l'appelle maintenant $name. Donc ici, on a fait d'une pierre deux coups. On a traité les données et on fait un renommage. Donc, dans la suite du programme, je peux utiliser directement la variable $name. Et quel est l'avantage? $name est une donnée qui ne peut pas, c'est-à-dire qui ne contient pas de données risquées. Je peux l'utiliser pour l'afficher, l'insérer dans une base de données, faire des traitements, tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, on revient à notre cours. Maintenant, le traitement par défaut. Donc, je vais vous donner un premier exemple dans lequel j'ai un formulaire. D'accord? Alors, regardez ce formulaire. Alors, form, method égale à post. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que je vais retrouver les données dans le tableau $post. Et action, c'est cible.php. Ça veut dire que le script que je vais écrire pour récupérer les données s'appelle cible.php. On va le voir tout de suite, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux champs. Le champ login et le champ password. D'accord? Donc ici, pourquoi je n'ai pas mis le champ password? Parce que je veux que la donnée soit affichée, tout simplement. J'aurais pu mettre password et la donnée serait cachée. C'est tout. Alors, input, donc type égal à submit pour la soumission. Donc voilà tout ce que contient mon formulaire. Donc il a un champ login, un champ mot de passe. D'accord? La page cible. Qu'est-ce qu'elle contient ici? Donc je vais écrire la fonction test input. Je vous ai dit toujours la fonction test input, elle sera présente dans mes programmes. Donc qu'est-ce qu'elle contient? Donc trim, enlever les espaces, strip slash, enlever les anti-slash inutiles, et HTML special chars, traitement des caractères spéciaux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vais récupérer les données du formulaire. If empty de $post login, je vais demander, veuillez saisir votre login. Else, login, reçoit test input, $post login. Donc, la première question que je me pose, c'est quoi? Est-ce que le champ est vide? Si le champ est vide, affichez message d'erreur. Else, nettoyer les données et les stocker dans une variable. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Pour vérifier les données, je vais afficher les données sur la page cible. Mais une fois qu'elles ont été nettoyées, bien entendu. D'accord? Je ne vais pas m'amuser à les mettre dans un écho alors que peut-être qu'elles contiennent des caractères spéciaux. Deuxième champ, c'est pareil. Si le champ est vide, j'affiche un message d'erreur. Else, traitement des données, renommage, affichage. D'accord? Voilà un exemple de traitement de données d'un formulaire. Alors, s'il vous plaît, s'il y a le moindre problème, la moindre question, vous m'interrompez, d'accord? Moi, je continue, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je compte sur vous pour m'arrêter, ok? Maintenant, on va voir comment s'exécute cet exemple-là. Donc, on revient sur notre serveur. Pardon, je crois que je l'ai déjà. Alors, voici le formulaire dont on avait parlé. Donc, le traitement ne se fera pas sur cette page. Il va m'envoyer vers la deuxième page qui est la page cible.php. Donc, regardez, je suis où ici? Form new page.html. Je vais saisir ici une donnée et ici, je vais laisser le champ à vide. Je vais mettre submit. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis passé à une deuxième page. Qu'est-ce qui s'affiche ici? Est-ce que vous remarquez? Cible.php. Donc, je suis passé d'une page à l'autre. Quand vous soumettez le formulaire, qu'est-ce qu'il fait le... Regardez. Quand je soumets le formulaire, je clique sur le bouton Submit. Que va faire mon navigateur? Il va stocker ces données. Donc, ici, cette information sera dans la variable $postname. Et ici, ce qu'il y a dans le mot de passe, ce sera dans le $post password. Et il va les envoyer vers la page cible.php. Voici la page.
Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mis un test. Si le champ est vide, j'affiche un message d'erreur, else, je fais traitement input et c'est affichage du résultat. Donc ici, j'ai affiché le résultat et le deuxième, comme le champ était vide, il m'a affiché un message d'erreur. D'accord? Mais cet exemple ne ressemble pas à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Est-ce qu'on a l'habitude de voir ça dans les formulaires, dans les vrais formulaires? Pas vraiment. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir? Le cas le plus fréquent, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. En général, c'est ça que vous avez, n'est-ce pas? Et quand j'ai un problème, un message d'erreur s'affiche à côté. Ici, si vous remarquez, regardez, hein, je vais revenir et soyez attentifs, s'il vous plaît, à ce que vous allez avoir comme champ en haut, d'accord? Je vais réaccéder à la page. Regardez ici, c'est formulaire validation sur la même page .php. Et c'est sur la même page que je vais rester. Je vais saisir le nom. Et par contre, l'email, je vais le laisser à vide. Regardez, je vais utiliser submit. Vérifiez ici en haut, est-ce que l'URL va changer? Non, je suis resté sur la même page. Donc, je suis resté sur la même page pour effectuer le traitement. La question, c'est comment on obtient un résultat pareil? Comment j'ai fait pour rester sur la même page et pouvoir afficher les messages d'erreur sur la page en question? Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir renvoyer les données vers la page en cours. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de mettre dans Action? Action, je mets l'adresse qui est de la page de destination. Moi, je veux que la page de destination soit la page en cours. Donc, qu'est-ce que je vais devoir utiliser? Je vais devoir utiliser l'adresse de la page en cours. Au lieu de le faire manuellement à chaque fois, nous avons une variable qui est la variable $server PHP self. $server est un tableau super global prédéfini en PHP. Parmi ces champs, il y a le champ PHP self. C'est l'URL du script PHP en cours d'exécution. C'est-à-dire, cette variable-là, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me donne l'URL du script PHP qui est en cours d'exécution. Quand je mets action égale $server PHP self, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais renvoyer les données sur la page du formulaire. Donc, dans ce cas, le formulaire et son traitement sont sur la même page. D'accord? Voici un exemple. Je vais mettre form method égale à post, par exemple. Action. Maintenant, ce n'est pas une chaîne de caractères, donc c'est du code PHP. Qu'est-ce que je vais mettre? Le symbole de PHP, donc point d'interrogation PHP. Là, vous savez que c'est un script. Echo $server PHP self. D'accord? Donc ici, j'ai ajouté du code PHP pour renvoyer les données du formulaire vers la même page. Donc, je n'ai pas de page cible.php, j'ai la même page qui va recevoir les données. Pourquoi c'est intéressant que ce soit sur la même page? Pour pouvoir afficher le message d'erreur juste à côté du champ de formulaire et faciliter à l'utilisateur la correction de son formulaire. Maintenant, une dernière remarque. Pourquoi j'ai ajouté la fonction HTML Special Chars ici? Alors, la réponse est simple. $server PHP self, c'est l'URL du script en cours. Sauf que l'utilisateur peut accéder, regardez, si je suis sur un... D'accord? Donc ici, par exemple, je peux ajouter du code. D'accord? Et ce code-là peut être utilisé à notre insu pour pouvoir aussi injecter du code. Regardez, je vais le mettre à l'intérieur d'un echo. Et donc, il vaut mieux protéger ce code. Quand j'ajoute HTML Special Chars, si l'utilisateur a ajouté du code malveillant dans mon URL, qu'est-ce qui va se passer? Tous les caractères spéciaux sont traités sous forme d'entité HTML et donc deviennent inoffensifs
elles peuvent s'afficher, mais ne peuvent pas s'exécuter. Et le problème est réglé. D'accord? Donc, où est-ce que vous allez trouver cette fonction HTML Special Charts? Lorsque j'utilise PHP Self, c'est-à-dire dans l'URL, et dans le traitement de chacun des champs de mon formulaire. Je ne l'utilise pas toute seule, je l'utilise dans la fameuse fonction traiter input avec les autres fonctions de traitement des saisies de l'utilisateur. D'accord? Maintenant, une question. Ici, par exemple, regardez. Initialement, quand le champ s'affiche, regardez, je rentre directement sur le formulaire. Est-ce que vous avez un message d'erreur? Il n'y en a pas. Et pourtant, les champs sont vides. La question qui se pose, lorsque j'affiche la page, comment ça se fait que le premier affichage, regardez, je ne fais rien, hein? Donc, pour le moment, il n'y a pas de message d'erreur. Je ne fais absolument rien, je mets juste Submit. La page est rechargée de nouveau. Cette fois-ci, les messages d'erreur s'affichent. Question, comment il a su que que le formulaire a déjà été traité? Je suis sur la même page. Pourquoi le premier passage dans la page et le deuxième sont différents? Comment sait-il que je suis déjà entré dans cette page? C'est ça la question. Ben, la question, c'est un traitement qu'on va faire. Comment savoir si le formulaire a déjà été soumis ou pas? C'est-à-dire, comment savoir si l'utilisateur est déjà entré dans ce formulaire et a cliqué sur le bouton Submit? Il y a plusieurs méthodes. Première méthode, on revient toujours à la variable $server, le tableau $server. Nous avons un champ Request Method qui va me dire est-ce que la dernière requête est un get ou un post? Si le formulaire a été soumis, ça veut dire que Request Method sera soit à get, soit à post, selon ce que vous avez défini. Si le formulaire n'a pas été soumis, il n'y a pas eu de requête, et donc elle ne sera pas initialisée. D'accord? Et donc, si elle n'a pas été initialisée, l'utilisateur n'a pas encore soumis son formulaire. D'accord? Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, l'utilisation d'un champ caché. Quand on a étudié les formulaires, donc je vous ai dit, il y a beaucoup de champs input. Input type égal à texte, input type égal email. Parmi ces champs, il y a input type égal à hidden. Hidden, ça veut dire caché. C'est un champ qui ne s'affiche pas. Alors la question, à quoi sert un champ de formulaire qui ne s'affiche pas? Il sert à envoyer des données vers le serveur et qui sont cachées à l'utilisateur. Par exemple, ici, on va définir un champ comme étant un champ espion. Ce champ-là, même s'il ne s'affiche pas, ça reste un champ de formulaire et donc il va générer une variable. Si cette variable contient une valeur, ça veut dire que le formulaire a déjà été soumis. Si elle ne contient pas de valeur, ça veut dire que le champ n'a pas été soumis. D'accord? Donc, quand on va tester dans la page, qu'est-ce qu'on va tester? If $post de espion égale à formulaire rempli, qui est la valeur de value que j'ai spécifiée, donc je l'ai rempli par programme. Dans ce cas-là, je vais vérifier le formulaire. Sinon, ça veut dire que l'utilisateur n'a pas encore saisi les données de son formulaire, donc pas la peine de le vérifier. Troisième méthode, c'est l'utilisation du bouton Submit. Alors, au lieu d'ajouter un champ de formulaire, je peux utiliser un champ qui existe dans tous les formulaires, qui est quoi? Qui est le bouton Submit. Qu'est-ce qu'on a comme pour le bouton Submit? Input type égale à Submit, name égale bouton, value égale envoyé. Qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer une variable qui s'appelle $post de bouton et qui sera égale à envoyé. Et donc, if is set de $post bouton, c'est-à-dire si la variable existe, quand est-ce que la variable a été générée? Quand est-ce qu'on génère les variables? Lorsque lorsque l'utilisateur soumet le formulaire. C'est là que les variables sont générées. Et lorsqu'il génère les variables, il va générer cette variable $post bouton. Et dans ce cas-là, je peux effectuer des vérifications. Maintenant,
Si le formulaire n'a pas été soumis, est-ce que ça sert à quelque chose de vérifier? Imaginez-vous, si à l'affichage, comme ça, dès l'ouverture, j'affiche à l'utilisateur ceci, avant qu'il soumette le formulaire. Imaginez-vous, je viens de rentrer dans le formulaire, je vois ça. Il va paniquer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas encore saisi. C'est normal que c'est vite parce qu'il n'a rien saisi. Il faut d'abord qu'il soumette le formulaire avant que ces traitements soient effectués. D'accord? Maintenant, je vais revenir sur l'exemple pour vous l'expliquer davantage. Donc, cet exemple est un exemple assez complet qui résume ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. D'accord? Donc, j'ai un champ que je vais saisir et j'ai un champ que je vais laisser à vide. Et je mets Submit. Ça, c'est quoi? C'est le premier passage dans le formulaire. Est-ce qu'il fait une vérification? Pour le moment, non. Pourquoi? Les variables n'ont pas encore été créées. Submit. Maintenant, j'ai soumis mon formulaire. Un test est effectué. Dans ce test, il va vérifier le premier champ. Il va trouver qu'il n'est pas vide. Il va prendre les valeurs et les afficher ici. Deuxième champ, c'est un champ vide. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer un message d'erreur qui s'affiche à côté du champ. Veuillez saisir votre email. D'accord? Maintenant, on va essayer d'étudier ensemble le code source. Alors, que contient le code? Il contient la fonction de test. Ah, pardon, c'est pas ça. Voilà. Donc, il contient la partie du formulaire, d'abord. Donc, voici comment sera traité le formulaire. Donc, vous avez form, method égale à post, action égale, qu'est-ce que je vais avoir? Je renvoie les données vers la page en cours. Donc, $server PHP7 et HTML Special Charge, à quoi elle sert ici? À protéger d'une injection de code, d'accord, de l'utilisateur. Ensuite, j'ai le champ name, j'ai le champ email, donc input, d'accord? Ici, name égale à name, ici, name égale à email. C'est ce qui va générer les variables par la suite. Qu'est-ce que j'ai sur le formulaire? Qu'est-ce que j'ai juste à côté? J'ai une étoile. Et s'il y a erreur, un message d'erreur s'affiche. Comment il s'affiche? C'est PHP echo $name error. Cette variable-là, name error, est une chaîne de caractères. Initialement, elle est à vide et dès qu'une erreur est détectée, elle sera initialisée. Où est-ce que j'ai défini la chaîne vide? J'ai initialisé ici, au début du programme, name error et email error à la chaîne vide. D'accord? Je les initialise et en même temps, c'est ce qui me sert de déclaration. Vous êtes d'accord? Ensuite, je vais me poser la question, est-ce que l'utilisateur a soumis son formulaire ou pas? Il y a trois méthodes. J'ai choisi la méthode de request. If $server request method égale à post. Qu'est-ce que ça veut dire? Si elle est égale à post, ça veut dire que l'utilisateur a soumis son formulaire. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais tester? Alors, dans ce code, j'ai choisi de tester juste est-ce que les champs sont vides ou pas. Qu'est-ce que j'aurais pu vérifier? J'aurais pu vérifier aussi si l'email est valide. Je ne l'ai pas fait ici, mais vous pouvez le faire. Donc ici, if empty de $post de nom, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher un message d'erreur. Comment je vais faire? Je vais le mettre dans une variable. Name error était une chaîne vide, maintenant c'est devenu veuillez saisir votre nom. Quelle est la conséquence? Regardez en bas. Alors ici, name error reçoit veuillez saisir votre nom. Et en bas, à côté du champ, il y a echo name error. Donc ici, à côté du champ, qu'est-ce que je vais avoir? Il y a l'étoile que j'avais. Et j'ai ici, veuillez saisir votre nom. Voilà comment on obtient l'affichage que vous avez vu tout à l'heure. On revient. Else, si la saisie s'est effectuée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un renommage. Donc name reçoit test input $post de name. Test input, c'est quoi? C'est une fonction qui nettoie les données. Donc, trim, enlever les espaces, sweep slash, enlever les anti-slash, c'est-à-dire les caractères d'échappement. Si un anti-slash existait, on n'enlève pas. C'est les anti-slash
superflues qu'on va enlever, et HTML Special Charts pour enlever les caractères spéciaux et les remplacer par des entités HTML. D'accord? Ensuite, tout ce qu'il reste à faire, c'est les afficher. Alors, en bas, qu'est-ce que je vais faire? Veuillez, par exemple, ici, je veux juste afficher les données pour confirmation. Veuillez vérifier vos informations. If not empty the name, j'affiche name. If not empty d'email, j'affiche email. Name et email, c'est quoi? C'est les données qui ont été saisies et nettoyées. C'est pour ça que je ne fais pas de nettoyage ici. Cette donnée a déjà été nettoyée avant d'être affichée. D'accord? Voilà comment on obtient ce résultat. Donc, qu'est-ce qui manque pour que ce code soit complet? Il manque une seule chose. Pour l'email, il faut faire la vérification de la validation du formulaire, de la validité de l'adresse email en utilisant la fonction filter var. D'accord? Pour s'assurer que c'est une adresse email. Et vous avez un formulaire qui est opérationnel. D'accord? Bien sûr, ensuite, au besoin, on peut ajouter d'autres tests selon les besoins de votre application. Jusque-là, vous arrivez à me suivre, ça va? Oui, madame. Très bien. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Je vais vous le montrer sur l'exemple. Regardez, hein. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Les champs se vident. Par exemple, j'ai saisi correctement le nom et je n'ai pas saisi l'email. Veuillez saisir votre email. Qu'est-ce que je vais devoir saisir ici? Est-ce que l'email suffit? Non. Le name, il était correct et pourtant, il a disparu. Donc, si vous avez un formulaire sur 2 champs, ça va. Si vous avez une dizaine de champs et que l'utilisateur a oublié un seul champ, quel est le problème ici? Le problème, c'est qu'il va devoir ressaisir tous les champs de formulaire. C'est pas ce qu'on voit sur les formulaires professionnels. En général, qu'est-ce que vous avez? On vous réaffiche ce que vous avez et vous corrigez juste le champ qui vous concerne. Maintenant, la question, c'est comment obtenir ça. D'accord? Donc, la propriété value va nous permettre de régler le problème. La propriété value va nous permettre d'écrire dans un champ. D'accord? Donc, si vous voulez écrire dans un champ la valeur précédemment saisie, la valeur précédemment saisie, elle est où? Elle est dans le tableau super global. Par exemple, la valeur du nom, elle est où? Elle est dans $post de nom. Tout ce que vous avez à faire, c'est l'afficher dans l'attribut value. D'accord? Donc ici, value égale PHP echo $post de nom. $post de nom, c'est quoi? C'est la valeur précédemment saisie par l'utilisateur. On va la remettre en place et ensuite, si la donnée est correcte, il la garde. Si la donnée est erronée, tout ce qu'il a à faire, c'est la corriger. Voilà comment je vais éviter que mon formulaire se vide à chaque fois et que l'utilisateur soit obligé de tout ressaisir à chaque erreur. D'accord? Maintenant, est-ce que je vais continuer à boucler toujours sur la même page? En général, par exemple, si j'ai une page d'authentification, qu'est-ce qu'on fait? Je fais la vérification sur une page. Tant qu'il y a erreur, on me laisse sur la même page. Pourquoi? Pour corriger mon erreur. Maintenant, si c'est correct, on est censé m'en renvoyer vers une autre page, une nouvelle page. Comment on appelle ça? Passer d'une page à l'autre. On appelle ça une redirection. D'accord? Donc, une fois que l'utilisateur a entré correctement ses informations, il faut automatiquement le rediriger vers une page d'affichage ou bien une page de traitement, une page privée. La redirection peut se faire de 2 manières. Ça peut être une ligne de code HTML, comme ça peut être du code PHP. En HTML, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute une balise meta dans l'entête du document, c'est-à-dire dans la partie head, avec la syntaxe suivante. Donc, meta, HTTP équivalent égale à refresh, content égale à 0, point virgule, URL égale nouvelle page.php. La page protégée, c'est nouvelle page. Alors, pourquoi refresh? C'est un rafraîchissement de la page. Le 0, ça veut dire après 0 secondes. Mais quand il rafraîchit, c'est la nouvelle page qui va être affichée. Voilà comment s'effectue la redirection
en HTML. Maintenant, deuxième méthode qu'on peut utiliser, c'est quoi? C'est la redirection en PHP. La redirection en PHP utilise la fonction header. La fonction header, c'est une fonction qui permet de rediriger l'utilisateur vers une autre page. Donc, voici la syntaxe. Header, ensuite location, deux points, et vous mettez votre page de redirection. Par exemple, si la page s'appelle page.php, eh bien ici, vous mettrez location, deux points, page.php. Par contre, cette fonction est une fonction particulière. C'est une fonction d'entête et qui doit être appelée avant que le moindre contenu ne soit envoyé, soit par des lignes HTML habituelles, soit par affichage de PHP. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'il y ait du code HTML avant header et il ne faut pas qu'il y ait echo avant header. D'accord? Donc, jusque-là, on a toujours vu que le code PHP était à l'intérieur du code HTML. Ici, il ne va pas être à l'intérieur du code, il va être à l'extérieur. Il va être avant le code HTML. D'accord? Donc, regardez ici, voici une page HTML. Voici la redirection. Je la mets ici, header. Elle est où? Elle est dans un code PHP qui est avant la balise HTML. Le même code, si vous le déplacez, ne fonctionnera pas. On appelle ça les fonctions d'entête. Elles doivent être avant la balise HTML, mais aussi avant n'importe quel echo, c'est-à-dire avant header. Même dans le code PHP, si je mets echo, la fonction ne fonctionnera pas, c'est-à-dire ne pourra pas s'exécuter correctement. D'accord? Donc voilà pour la fonction header. Qu'est-ce qui reste? Il reste une seule chose. Quand je faisais le passage par le bouton Submit, comment se faisait le passage des paramètres? Regardez ici, dans l'exemple. Quand je traite un formulaire, quand je saisis les données, et je mets Submit, par exemple, où est-ce que je récupère les données? Les données sont dans le tableau $get ou bien $post. Elles sont envoyées par le formulaire. Elles sont envoyées à quoi? À la page qui est dans l'attribut Action. Mais moi, je veux faire une redirection vers une nouvelle page. Est-ce que c'est le formulaire qui va faire l'envoi automatique quand je fais la redirection? La réponse est non. Ici, par exemple, regardez, hein. Que ce soit dans cet exemple ou dans un autre. Donc, action égale $serveur PHP self. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renvoyé les données vers la page en cours. Ça veut dire que le tableau $post avec les données, il est où? Il est dans la page en cours. Donc, la page redirection. D'accord? Maintenant, si je veux rediriger vers une autre page complètement indépendante, est-ce qu'elle a accès au tableau $post? Non, le tableau $post est accessible dans la page en question. Il ne peut pas être accessible à partir d'une autre page. Et donc, ça veut dire que mes données, je vais les perdre. Les données que j'ai saisies ici. Si je veux passer vers une autre page, par exemple, nouvelle page.php, je vais perdre mes données. Mais ça pose problème. Comment je vais faire? Il y a une solution. Je peux envoyer les données d'une page à l'autre via l'URL. D'accord? Comment via l'URL? On avait vu déjà au début du cours qu'on pouvait faire passer des arguments dans l'URL d'une page. Comment on fait? Point d'interrogation et ensuite la suite de la liste d'arguments. Un peu comme le fait la méthode get, mais cette fois-ci, ce ne sera pas automatique, ce sera manuel. D'accord? Donc, on revient vers la page, la redirection de tout à l'heure. D'accord? Donc, regardez cet exemple-là. J'ai fait une redirection, je suis sur une page. Je veux aller vers nouvelle page.php. Qu'est-ce qui va se passer? La redirection va fonctionner, mais je n'ai plus accès au tableau $post qui contient toutes les données saisies dans mon formulaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les envoyer par URL.
Donc ici, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'URL, d'accord? Et je vais lui ajouter, regardez, donc l'URL, point d'interrogation. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter les arguments ici. Donc ici, par exemple, j'ai envoyé le nom et le prénom. Nom égale à $nom et prénom est égal à $prénom. Quand je vais arriver à la page cible, comment je vais récupérer ces données? Tout ce que vous mettez dans l'URL, vous le récupérez dans le tableau $get. Donc, dans la page de destination, je vais trouver $get de nom et $get de prénom. Donc, voilà comment il va faire pour récupérer ces données. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de faire là? Je suis en train d'envoyer les données d'une page à l'autre manuellement. D'habitude, ça se fait automatiquement. Quand je clique sur le bouton de soumission. D'accord? Maintenant, le bouton Submit ne me sert à rien parce que j'ai fait une redirection. Donc, c'est moi qui ai changé de page. Ce n'est pas l'attribut Action. Dans ce cas-là, je peux envoyer les données que je veux dans l'URL de cette manière. D'accord? Vous donnez un nom à votre variable et vous lui donnez une valeur et vous mettez le et commercial comme séparateur pour vos variables. Vous pouvez mettre autant de variables que vous voulez, d'accord? Bien sûr, dans la limite des 2000 caractères, c'est-à-dire dans la limite d'une chaîne de caractères. Et à la destination, où est-ce que je vais retrouver ces données? Puisque j'ai mis les données dans l'URL, je vais les retrouver dans le tableau $get. $get de nom et $get de prénom, c'est-à-dire les noms de variables que vous avez définis. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est valable pour header? Oui. Je mets point de redirection, point d'interrogation et je mets mes arguments ici. C'est-à-dire ça fonctionne pour la redirection en PHP, ça fonctionne aussi pour la redirection en HTML, c'est-à-dire en utilisant la balise meta. Madame, on ne peut pas faire passer le tableau carrément, genre. Pourquoi faire variable par variable? C'est trop long. Je trouve que votre question est très intéressante, justement. Pour répondre à votre question, donc nous avons cette méthode-là. Donc, votre camarade a raison. Si j'ai une dizaine de champs de formulaire et que je m'amuse à les saisir un par un, premièrement, c'est long et c'est inutile. Deuxièmement, risque d'erreur. Je risque de me tromper en faisant la saisie. Si je veux envoyer tout le tableau, est-ce que je peux? Oui, je peux. Mais est-ce que je peux envoyer un tableau directement? Vous vous rappelez quand on a étudié dans le cours précédent le stockage des tableaux dans un fichier? Qu'est-ce que je vous avais dit? Le tableau est une structure de données en mémoire. Pour pouvoir le stocker, il faut le rendre linéaire, sous forme de chaîne de caractères. Le terme, c'est sérialisé. Donc, si je veux faire passer un tableau dans une URL c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Je dois convertir mon tableau en chaîne de caractères. Mais pas une chaîne de caractères quelconque, une chaîne de caractères qui est valable c'est-à-dire pour l'utilisation dans un formulaire. Donc, si on doit envoyer tous les paramètres de la page de redirection, il y a une méthode. Il est plus simple de l'encoder dans l'URL. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une fonction qui s'appelle serialize. Cette fonction-là va convertir votre tableau en une chaîne de caractères équivalente. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, regardez sur l'exemple. Est-ce que ça, c'est une chaîne de caractères normale? Ça, c'est une URL. Qu'est-ce que vous remarquez? À la place des espaces, par exemple, il utilise des pourcentages. Là où il y a aussi des caractères spéciaux, c'est toujours pourcentage et un code numérique qui représente les différents caractères spéciaux. Donc, une chaîne de caractères ne passe pas directement dans l'URL. Elle doit être encodée de manière à ce qu'elle soit acceptée dans l'URL. Quelle est la fonction qui fait ça? C'est la fonction URL encode. Vous lui donnez une chaîne de caractères, elle va l'encoder de telle sorte à ce qu'elle puisse être envoyée dans l'URL. Donc, j'ai sérialisé les données, qu'est-ce que ça veut dire? Je les ai transformées en chaîne de caractères. URL encode, je les ai encodées sous forme d'URL. Qu'est-ce que je vais faire? Lorsqu'on utilise l'encodage URL, je risque d'avoir des caractères spéciaux, d'accord, qui seront exécutés.
Pour éviter que ces caractères spéciaux posent problème, j'utilise add slash. La fonction add slash, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ajouter des anti-slash devant les caractères spéciaux pour éviter les erreurs. D'accord? Donc, je transforme mon tableau en chaîne de caractères, je l'encode en URL, j'ajoute des anti-slash au besoin et je l'envoie directement. Je mets tout ça dans une variable de type tableau. Donc, au lieu d'envoyer plusieurs variables, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer toujours dans la liste, dans l'URL, mais j'ai envoyé une seule variable. Cette variable-là, c'est quoi? C'est tout le tableau. Maintenant, est-ce que je peux exploiter directement à la réception $post? C'est pas possible. Regardez, je l'ai encodé. Donc, $post n'existe plus. C'est une chaîne de caractères. Qu'est-ce que je vais devoir faire à la réception? Je vais devoir... Donc, ça, c'est... Pour récupérer les données, je vais devoir inverser le procédé. J'avais ajouté des anti-slash. Je vais les retirer. La fonction qui retire les anti-slash supplémentaires, c'est strip slash. J'avais encodé les données dans l'URL, donc avec les pourcentages et les caractères. Je vais utiliser URL decode. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les codes de l'URL, elle va restituer les caractères d'origine. Les caractères spéciaux et les espaces seront restitués. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Unserialize. Unserialize va me restituer le tableau d'origine. D'accord? Alors, bien sûr, j'ai mis tout ça sur quoi? Sur $get de str. Pourquoi je l'ai récupéré dans $get alors que le tableau, initialement, c'était un tableau post? Qui peut me répondre à cette question? Voilà, le tableau $get. Qu'est-ce qu'il fait là? Le premier qui répond a un point en plus. Je vais dire $get. J'utilise $get parce que tout simplement la donnée était dans l'URL. Je vous ai dit. l'URL, madame. Et donc, alors, puisqu'il était, regardez, je vais vous donner. Bon exemple est là, madame. Wallah, dommage. Voilà l'exemple. وبعد شافي Voilà. كومونتير مدام Pardon? بعد شافي كومونتير مدام مانيش نشوف les commentaires. Donc, ما نقدرش نعرف timing précis. Mais merci d'avoir répondu. Ça veut dire à côté معايا. Alors, donc ici, qu'est-ce que j'ai? str égale à $str. Donc, où est-ce que je l'ai envoyé? Je l'ai envoyé dans l'URL. Comme tout ce qu'on envoie dans l'URL. Oui, pardon? Pardon, mais match. Donc, tout ce que j'envoie dans l'URL, je le récupère dans un tableau $get. D'accord? Donc, voilà pourquoi j'ai utilisé $get à la réception. Donc, $get de str pour récupérer la chaîne. J'enlève les slash que j'ai ajoutés. Je décode les caractères, les caractères d'URL. Unserialize pour restituer un tableau. Et maintenant, vous avez vos données directement dans un tableau que vous pouvez utiliser directement. D'accord? Donc, maintenant, est-ce que cette méthode d'envoi dans l'URL, elle fonctionnerait pas les formulaires? La réponse est non. Je peux envoyer des données d'une page à l'autre en utilisant l'URL indépendamment des formulaires. C'est-à-dire que cette utilisation-là, je peux l'utiliser dans n'importe quelle page. Donc, si je passe d'une page à l'autre, je peux envoyer les données de cette manière. D'accord? Mais vous faites attention, il y a toujours un problème de sécurité des données à transmettre. Pourquoi? Comme l'utilisation de l'URL revient à l'utilisation de la méthode GET. Les risques de sécurité induits par le GET restent valables ici. Mais ça reste très pratique, d'accord, lorsque je n'ai pas beaucoup de données ou que les données ne sont pas très critiques. On va voir un exemple pour clôturer. J'ai une page d'authentification ici, d'accord? Donc, j'ai une page avec un code.
Donc, j'ai un code à saisir. Donc, j'ai form, name égale à form code, method égale à post. D'accord? Et j'ai un code. Si ce code est correct, il va me renvoyer vers une nouvelle page. S'il n'est pas correct, il me laisse ici et il va m'afficher votre code est incorrect. D'accord? Regardez le code PHP. Déjà, vous remarquerez une chose. Où est-ce que j'ai mis mon code? Avant le code HTML, vous allez voir pourquoi. If is set de $post bouton. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si l'utilisateur a déjà soumis son formulaire, je ne fais la vérification que si je suis certaine que le formulaire a été saisi. Pas au premier affichage. Ensuite, if $post de code égale à secret, c'est le code que j'ai choisi. Header location privé.html. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une redirection. C'est-à-dire que si le code est correct, je vais accéder à cette page. Si le code n'est pas correct, je reste sur la même page, sauf que j'ai mis ici $error, qui est une chaîne de caractères, reçoit code incorrect. D'accord? Donc ici, si erreur est, c'est-à-dire existe, ça veut dire que j'ai déjà affiché le code d'erreur. Donc ici, on va afficher un message d'erreur à l'utilisateur. Voici la page privée, c'est une page normale. D'accord? Maintenant, pourquoi j'ai mis le code tout à fait en haut? Pour la simple raison que j'ai utilisé la fonction header. Pour que header fonctionne, il faut qu'elle soit avant tout code HTML et qu'il n'y ait aucune commande echo avant l'utilisation de header. Je peux avoir echo plus bas, il n'y a pas de souci, mais jamais avant. D'accord? Maintenant, on va essayer de tester l'exemple ensemble pour voir comment il s'exécute. Alors ici, le code, c'est secret. Lorsque je saisis le code correct, il a fait une redirection, il m'a envoyé vers la page privé.html. Maintenant, si je saisis le code faux, d'accord, je reste sur la page, votre code est incorrect, il me réaffiche le formulaire. D'accord? Donc, voilà comment on fait une redirection. D'accord? Donc, ici, dans cet exemple, je n'ai pas eu besoin, on revient sur l'exemple, ici, je n'ai pas eu besoin des données dans la page privée. Si je voulais envoyer les données, qu'est-ce que j'aurais fait ici? Je les aurais envoyées dans la chaîne de l'URL. D'accord? Je vais juste voir si j'ai un autre exemple. Je ne me rappelle pas de ce que j'avais. Voilà. Donc, il y a un autre exemple ici. Alors, dans cet exemple-là, donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai le même formulaire que tout à l'heure. Donc, avec le mail et le nom et l'email. D'accord? Donc, j'ai le nom, j'ai l'email. Si les données sont erronées, je reste sur la même page. Si les données sont correctes, regardez ce qui va se passer. D'accord? Donc, si les données ont été saisies, donc not empty de name et not empty d'email, qu'est-ce que ça veut dire? Les deux champs ont été saisis. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer les données vers une autre page. Donc, j'ai la redirection avec header. Sauf que cette fois-ci, je vais envoyer les données. Comment je vais faire? Je vais définir une variable str qui va contenir le tableau $post. Quels sont les traitements que je vais lui imposer? Serialize, le transformer en chaîne de caractères. URL encode, l'encoder pour l'URL en ajoutant le pourcentage et c'est-à-dire en remplaçant les caractères spéciaux et les espaces. Et add slash pour traiter les caractères spéciaux. Ensuite, location, c'est quoi? C'est privé.php. Point d'interrogation, c'est-à-dire liste des arguments. str égale à $str. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vais envoyer tout le tableau
vers la nouvelle page qui est la page privée.php. À la réception, dans la page privée.php, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir le chemin inverse. Je vais récupérer la chaîne envoyée dans $get_str. Je vais retirer les anti-slash avec strip slash. URL decode pour enlever tout ce qui a été ajouté dans l'URL et unserialize pour la transformer en tableau. Alors, j'aurais pu l'afficher autrement. J'ai utilisé la fonction printr. La fonction printr, c'est une fonction qu'on n'utilise jamais dans un vrai programme. On l'utilise pour tester. Quand on fait le débugage de notre programme, on utilise printr pour vérifier le contenu d'un tableau. Mais ne jamais afficher printr pour l'utilisateur final. D'accord? C'est-à-dire que si je vous donne dans un exercice afficher le tableau, il est certain que je ne demande pas l'utilisation de printr. Je demande un affichage sous forme de liste, sous forme de tableau, sous forme de ce que vous voulez, mais jamais sous forme de printr. Printr, c'est pour le test. On va essayer de l'exécuter. Il faut que je retrouve donc le programme. Voilà. Alors, le formulaire de redirection, d'accord? Alors, ici, la redirection, c'est pas par mot de passe comme tout à l'heure. C'est si les champs sont remplis, quelle que soit la valeur. Maintenant, s'ils sont vides, est-ce qu'il y aura redirection? Normalement, non. Regardez, il m'affiche le message d'erreur, mais je suis sur la même page qui est redirection form. D'accord? Maintenant, je vais saisir les deux champs. Donc, la condition est remplie. Qu'est-ce qu'il est censé faire? Alors, regardez ce qui s'est passé. Il est passé à privé.php. Il a envoyé un argument qui est str. Vous voyez ce code que vous voyez? Ça, c'est quoi? C'est les données que j'ai saisies après le traitement qu'on a effectué. Alors, les pourcentages que vous voyez, c'est quoi? Ce sont les codes qui ont été ajoutés par URL encode. D'accord? Donc, ici, le tableau a été transformé en chaîne de caractères, encodé dans l'URL et envoyé. À la réception, tout a été décodé. J'ai récupéré les données, j'ai utilisé la fonction unserialize pour le remettre sous forme de tableau. J'ai utilisé la fonction strip slash pour enlever les anti-slash et j'ai utilisé URL decode pour enlever les caractères, les pourcentages Hado et les codes qui représentent certains caractères spéciaux. Résultat, il me donne les données que j'ai saisies initialement. D'accord? Donc, voici comment s'effectuent les traitements. D'accord? Donc, voilà ce que j'avais à présenter pour le cours d'aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Donc, dans ce cas-là, merci pour votre attention. Sahaftourkoum, sahaïdkoum. Et on se retrouve bientôt, Inch'Allah. Merci, madame. Ça va. Nice. Inch'Allah. Allez, on va